Désormais, une nouvelle discussion, nouvelle table ronde intitulée Imaginons le port de demain. Évidemment, nous sommes à La Rochelle pour la première édition du Forum des territoires positifs ici, sur ce territoire précisément. Et je vais avoir le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités, Michel Puyraza, Fabienne Rouquayrol et Angélique Fontano, qui me rejoignent. Merci beaucoup. Prenez place ici. Bonjour, vous pouvez vous installer. Et bien sûr, notre Conseil des jeunes qui est encore une fois à mes côtés pour interpeller nos invités tout au long de cette journée sur cette thématique. Alors une nouvelle thématique très concrète ici à La Rochelle, imaginons le port de demain. Je vous présente mes invités. Michel Puyraza, vous êtes président du directoire et directeur général du port atlantique de La Rochelle. Angélique Fontano, à vos côtés, est responsable QSE de la régie du port de plaisance de La Rochelle. Et Fabienne Rouquayrol, vous êtes présidente d'Atlantic Cluster Nautique et Naval en Nouvelle-Aquitaine. Vous nous préciserez de quoi il s'agit dans un instant. Alors, écoutez, je vais d'abord me tourner vers vous, Michel Puyraza. On parle du port de demain. Le port a décidé, ici, à La Rochelle, de mettre dans sa raison d'être, c'est quand même assez unique, cette question de la transition écologique et énergétique, donc vraiment au cœur. Les enjeux environnementaux étaient si forts que vous avez dû y répondre. Oui, bonsoir à tous. Merci déjà de l'invitation. Oui, donc c'est un enjeu majeur. Alors déjà à La Rochelle, on en a parlé depuis ce matin. Hein, c'est quelque chose de très important. Juste pour dire d'ailleurs qu'on dit le port de La Rochelle. Moi, je représente le port de commerce, mais on est trois ports en fait ici à La Rochelle. D'ailleurs unis au sein d'une association, hein, donc le port de plaisance. Également ici, mais également le port de pêche. On a beaucoup parlé de la pêche tout à l'heure et des enjeux majeurs d'ailleurs avec les assises nationales de la pêche qui ont lieu en fin de semaine à La Rochelle. Donc en fait, oui, ici, l'ADN veut qu'effectivement, ce soit un sujet majeur. Ce qui d'ailleurs pour certains est paradoxal parce que un port, c'est quelque chose qui pollue, c'est quelque chose qui émet du CO2. Donc pourquoi aller porter là-dedans et est-ce qu'il faut qu'ils aillent là-dedans? Je crois que depuis ce matin, on a vu qu'effectivement, au contraire, c'est justement parce qu'on a des activités qui amènent des nuisances et qui amènent des contraintes qu'il faut qu'on les traite. Alors, là-dessus, nous, on a tenu effectivement à inscrire cela dans notre raison d'être, en fait, hein, la transition écologique, bientôt la transformation, comme ça a été dit tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est quelque chose, comme on l'a vu depuis ce matin, encore une fois, qui est majeur. C'est quelque chose qui, ici, est très ancré dans les politiques publiques. Un port, en fait, c'est un objet, c'est un lieu. On n'est pas un port pour développer de l'activité portuaire, on est là pour répondre à un besoin des territoires, aux différentes échelles, que ce soit du local, hein, de l'agglomération, que ce soit régional ou national. Donc en fait, nous, notre objet, c'est bien de répondre aux politiques publiques aux différentes échelles. Alors à ce titre, en fait, on a effectivement trois orientations stratégiques pour le port de demain, dont une est clairement la neutralité carbone, parce qu'on est, comme cela a été dit, au cœur du consortium La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui vise à atteindre cette neutralité carbone donc d'ici 2040, ce qui est un défi assez extraordinaire. Alors voilà, donc c'est notre ADN, c'est dans nos priorités. On fait tout pour y aller ensemble, que ce soit les ports, ensemble tous les trois ports, ou que ce soit avec les collectivités. Et on le verra tout à l'heure, en fait, dans tous les leviers possibles et imaginables, ce qu'on a déjà commencé à voir ce matin avec La Rochelle, territoire zéro carbone. Alors, y aller, ça veut dire y aller de manière déterminée, engagée. Tout à l'heure, on parlait de RSE. Cette culture au port de commerce de La Rochelle, elle n'est pas nouvelle, parce qu'en fait, on est dans cette démarche RSE depuis une dizaine d'années. On est maintenant évalué au niveau, parce qu'il y a, en fait, il y a différentes strates, différents niveaux en fait, hein, d'engagement RSE. On est au niveau exemplaire, qui est le niveau le plus haut, après 10 ans d'expérience. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là. Au contraire, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce niveau d'engagement RSE, cette maturité qu'on a, en fait, nous engage encore plus pour l'avenir au regard des grands défis que l'on a vus et qui restent à venir. Donc voilà, effectivement, c'est quelque chose de majeur. On y reviendra au travers des exemples, mais pour lesquels, effectivement, nous faisons tout ce que nous pouvons et nous mobilisons les énergies. Pour certains, pas assez vite,
pour d'autres trop vite. Et c'est là, encore une fois, l'intérêt de travailler tous ensemble pour des mêmes enjeux. Merci Angélique Fontano. Voilà, vous allez peut-être répondre également sur cette question. Il y a des enjeux environnementaux très forts dans les ports et vous aussi, au port de Plaisance, vous mettez des actions en place. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est venu et pourquoi? Quel était votre constat finalement sur la dégradation de l'environnement? Effectivement, déjà bonjour à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, le port de Plaisance est engagé dans l'environnement depuis le début. Le port des Minimes a 50 ans cette année. Et dès le début, c'était dans son ADN. La plaisance, ça veut dire loisir, ça veut dire liberté, mais pas n'importe comment. Et à La Rochelle, dès le début, Michel Crépeau a mis sa touche de développement environnemental. Donc on a été dans la construction du label Pavillon Bleu, par exemple, donc les premiers labels environnementaux. Et ça a continué. Depuis 20 ans, on continue cette recherche d'exemplarité environnementale. 5000 bateaux, forcément, ça fait rêver certains, mais ça a un impact non négligeable sur notre environnement. C'est 75 hectares qui sont complètement colonisés. Il y a de la faune, il y a de la flore. Il faut qu'on en ait conscience. On a parlé quand même pas mal aujourd'hui de biodiversité. Et avoir conscience de cette existence, de cette qualité, et puis finalement de cette richesse, c'est très important. Donc en avoir conscience, la préserver, mieux la connaître. Tout ça, on va travailler localement avec l'Université de La Rochelle. On a plein de travaux en ce moment, et puis depuis 15 ans. La Rochelle Territoire Zéro Carbone, on est site d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on s'ouvre, comme avec l'université, on a une espèce de laboratoire à ciel ouvert. Donc voilà, on va avoir des actions pour se développer, faire rêver, mais avec cette conscience environnementale. Et vous nous les détaillerez un peu plus tard dans la discussion. Fabienne Rouquayrol, vous représentez un cluster. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler quelles sont les missions, les actions de ce cluster? Bonjour à tous. Alors, un cluster, il faut remettre dans un contexte plus large que les clusters qu'on a connus avec la pandémie. Mais le cluster, l'Atlantic Cluster a pour vocation de réunir l'ensemble des acteurs de la filière du nautisme et du naval en Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente à peu près 1 millier d'entreprises sur l'ensemble de la région, avec une cartographie assez diverse, une grosse concentration effectivement sur La Rochelle, son agglomération en termes d'acteurs, ensuite la Gironde, avec le bassin d'Arcachon, et enfin Hendaye, notamment on peut parler du Pays Basque. L'objet de ce cluster, c'est effectivement de réunir ces acteurs et essayer de mener ensemble un certain nombre d'opérations ou de réflexions, l'un n'étant pas incompatible de l'autre, sur plusieurs objets, dont un qui est effectivement la transition écologique et qui doit s'appliquer tant aux ports qu'aux industriels qui côtoient ces ports et qu'aux usagers de ces ports ou qu'aux clients des 10 industriels qui construisent des bateaux que l'on met dans les ports. Donc aujourd'hui, ce cluster a été créé en 2019, à l'initiative d'ailleurs de La Rochelle et puis de la région Nouvelle-Aquitaine. Et il a donc, on est jeune en fait, on a 3 ans, mais c'est une association qui est quand même assez dynamique et qui porte plein de projets, notamment liés à la transition écologique, mais dont on pourra reparler plus tard. Merci beaucoup. Michel Puraza, concrètement, vous essayez aussi d'embarquer les entreprises qui sont dans ces ports. Comment vous faites pour que ces dizaines d'entreprises adoptent des comportements plus responsables? Je crois que vous avez mis en place un certain nombre d'initiatives pour les embarquer. Oui, alors les actions dans ce domaine-là, pour nous, c'est un peu particulier dans le sens où, effectivement, dans un grand port maritime, en fait, on retrouve beaucoup d'entreprises, en fait, dans les différents domaines, des petites entreprises, des entreprises plus grandes, qui, elles, sont plus structurées. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème portuaire, en fait,
puisse avancer dans le sens de la RSE ou dans le sens du développement durable en général, et puis maintenant encore plus de la transition ou transformation. Alors on a des acteurs qui jouent un rôle majeur, hein, comme j'imagine c'est pareil pour les autres ports, notamment on le verra avec le port de Plaisance, mais on a par exemple l'Union maritime, qui est une association professionnelle, en fait, un syndicat professionnel qui fédère la très grande partie en fait, des entreprises qui interviennent sur le port, donc c'est un acteur majeur. Il y a une association qui a été créée, MAIR, Matières et Énergie Rochelaise, Catherine Chabot en parlait ce matin, hein, qui notamment travaille sur tout ce qui est écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble de ces entreprises connaissent un peu les intrants et les sortants, en fait, les déchets notamment, et voir comment on peut limiter ces déchets, voire les réutiliser pour d'autres entreprises. Mais elle ne travaille pas seulement dans ce domaine-là, elle travaille de manière plus générale dans la transition écologique. Donc bref, on a mis en place un certain nombre d'écosystèmes portuaires qui travaillent dans les différents domaines. Alors c'est quoi ces domaines? Il y en a beaucoup, hein, ils ont été cités ce matin, mais on peut les prendre tous un par un. Par exemple, dans le domaine du bâti, bien évidemment, faire en sorte qu'effectivement, on ait des bâtiments qui soient efficaces énergétiquement. Un domaine qui est le domaine, par exemple, de l'énergie, en fait, favoriser l'émergence d'énergies renouvelables. Alors nous, pour un port de commerce, d'une part, c'est de faire en sorte qu'on s'inscrive dans la réalisation, par exemple, de champs éoliens offshore. Vous savez, il y a le premier champ éolien offshore qui s'est fait au large de Saint-Nazaire, qui est en service, qui d'ailleurs, je crois, va faire l'objet d'une inauguration demain ou après-demain par le président de la République, dans lequel, effectivement, donc nous, on s'est repositionné pour être présent, pour répondre à cet enjeu. Mais il y a également tout ce qu'on peut faire, nous, sur le propre espace portuaire, en fait, avec l'ensemble des entreprises. Par exemple, c'est développer les panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des bâtiments, hangars de stockage sous couvert qu'on a sur le port. C'est d'ailleurs faire en sorte que demain, d'ailleurs, on aille plus loin collectivement. C'est plutôt que de simplement mettre des panneaux photovoltaïques et revendre, le faire exploiter par des énergéticiens, c'est de faire en sorte qu'on développe ce qu'on a indiqué ce matin comme étant l'autoconsommation collective. C'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement on arrive à être quasi autosuffisant. C'est jamais tout à fait le cas, mais en tout cas qu'on produise plus que ce qu'on a besoin par certains moments, et d'autres moments effectivement où on ne peut pas, on se sert de l'électricité qui provient d'ailleurs. Donc c'est développer effectivement l'autosuffisance, faire en sorte que, on s'appuie sur l'énergie renouvelable pour ne plus puiser sur d'autres ressources. C'est le domaine des matières, faire en sorte que plutôt que de prélever des matériaux de carrière pour les constructions, on réutilise, on transforme les déchets du BTP pour faire en sorte qu'on puisse réutiliser ces matériaux. Donc là, c'est une consommation très importante qui a été effectuée. Donc l'idée, c'est de travailler dans ce domaine-là. Et donc beaucoup d'initiatives ont été prises. C'est le cas également, par exemple, sur tout ce qui est mobilité. Donc on a un plan de mobilité inter-entreprise à l'échelle de l'Alpace portuaire et on travaille beaucoup avec la communauté d'agglomération de La Rochelle pour notamment utiliser des applications spécifiques de covoiturage, Klaxit, qui a été retenu ici par la communauté d'agglomération. C'est également pour le transport de marchandises, avec faire en sorte que le transport ferroviaire utilise des énergies comme l'hydrogène. On a une expérimentation en cours pour utiliser l'hydrogène. D'autres domaines, il y en a beaucoup, hein, mais d'autres domaines, par exemple, sur développer les puits de carbone. C'est un point qui a été développé ce matin. L'objectif de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, c'est d'atteindre la neutralité à l'horizon 2040. Donc c'est divisé par 3 ou 4, comme c'était dit ce matin par Gérard Blanchard, les émissions, mais c'est également développer l'absorption du carbone. Parce qu'en fait, demain, quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin d'émettre un minimum de CO2. Donc il faut pouvoir compenser cette émission. Donc on a ici des travaux qui sont menés, notamment par Coopérative Carbone, en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire, pour développer des puits de carbone sur l'ensemble du territoire de la communauté de l'agglomération. Voilà, des domaines, il y en a d'autres. Enfin, l'idée, c'est de travailler effectivement dans tous les domaines, avec tous les acteurs, et c'est vrai que la place portuaire d'un port de commerce se prête à ce travail collectif, parce qu'effectivement, voilà, donc on est tous interdépendants dans un même lieu, et on doit tous agir dans le même sens. Voilà. Donc il reste encore beaucoup de domaines à faire, hein. Je dis tout n'est pas encore acquis, mais en tout cas, l'ensemble des entreprises sont en mouvement pour atteindre ce cap. Merci Angélique Fontano. Vous aussi, vous mettez en place des actions très concrètes, certaines par exemple pour favoriser la biodiversité. Vous avez, il y a 7 exemples, il y en a d'autres. J'aimerais que vous les partagiez aussi avec nous. Effectivement, donc on a mis récemment en place des pondoirs à sèche. Ça permet de favoriser la biodiversité. Ce sont des supports assez simples qui permettent aux sèches de trouver des endroits pour pondre.
On a fait de l'observation de ponts de sèche un petit peu partout dans le port et on s'est dit pourquoi pas en rajouter. Ça fait écho à des initiatives du port de pêche qui le fait notamment dans le Pertuis. Donc tout ça va engendrer de la biomasse et les sèches vont apporter aussi d'autres espèces, donc c'est intéressant. Les supports, une fois qu'ils sont plus utilisés par les sèches, vont faire l'objet de supports pour d'autres espèces. C'est comme ça qu'on a pu observer des hippocampes cet hiver dans le bassin des Chalutiers, en plus, dans un bassin fermé. Donc c'est assez sympa. Et puis ça veut dire que ça fonctionne, que les eaux du port sont de bonne qualité. Ça, on le savait déjà. On a accueilli des championnats de natation, de triathlon dans les bassins. Donc voilà, avec de l'eau qui est contrôlée, évidemment. On met en place des récifs artificiels. Ça permet là aussi aux espèces de pouvoir s'accrocher. On a des fonds vaseux qu'on est obligé, comme le port de commerce, de draguer inexorablement chaque année. La campagne de dragage va d'ailleurs commencer. Et tout ceci est bien sûr très encadré. On a vraiment des contraintes, et c'est normal, réglementaires très fortes pour garder ces vases et cet environnement propre pour qu'on puisse en profiter et se servir de cet espace naturel à la base. Et donc le fait de faire des études sur ces milieux-là, on a d'ailleurs des études en commun, c'est impératif, ça va préparer aussi l'avenir, mieux connaître ces espèces. Donc on accueille des thésards, pas mal de recherches d'étudiants, quasiment chaque année maintenant, des stages pour mieux connaître cette biodiversité et la favoriser. Et sur cette question du territoire zéro carbone, aussi comment on agit concrètement dans le port que vous représentez aujourd'hui ? Donc en tant que site d'expérimentation, on est sur un projet de boucle énergétique, c'est-à-dire la production d'énergie solaire avec une consommation au niveau local. Donc on mettrait des ombrières sur le port pour faire profiter au quartier des Minimes de cette énergie-là. Donc c'est vraiment encore de l'autoconsommation. Donc voilà, on travaille sur ce projet avec Atlantec et la coopérative Carbone. On réfléchit déjà depuis une bonne dizaine d'années à ce qu'on appelle maintenant la décarbonation de notre flotte. Ça fait longtemps qu'on change nos véhicules thermiques par des véhicules électriques, hybrides. Là, on vient d'acheter le premier élévateur à bateau électrique sur le littoral, voire en France. On réfléchit à... Donc on fait pas mal de choses au niveau énergétique. On est sur un projet de nouveaux bâtiments, donc un peu mixte, avec de la concertation au niveau du lazaret. Donc c'est des sanitaires pour les plaisanciers, c'est des bâtiments pour les associations locales, nautiques, pour le comité de quartier, faire une belle salle de réunion. Et tout ça évidemment avec un bâtiment bas carbone. Donc ça se réfléchit bien en amont, ça prend les enjeux et les nouvelles technologies, les innovations en compte. Donc ça prend un peu de temps. Mais on va avoir un beau bâtiment et les prochains bâtiments qu'on va rénover ou qu'on va créer sur le port seront évidemment en lien avec tous ces enjeux-là et ces innovations. Merci Fabienne Rouquayrol. Au niveau de l'Atlantic Cluster, comment vous agissez aussi au quotidien avec ces autres organisations ? Alors, la filière que je représente, même si les ports sont membres de cluster, ils font partie d'un tout, puisque on pourrait même presque concevoir qu'on est en économie circulaire entre des ports, des constructeurs, des usagers, et tout ça doit travailler dans le bon sens et l'intérêt général du territoire. La filière, du point de vue des industriels, c'est-à-dire ceux qui construisent des bateaux ou des équipements, s'est engagée depuis plusieurs années dans cette transformation ou transition, on utilise les deux termes. Cette année, il va y avoir, je pense, pour la première fois, ça va être présenté d'ailleurs lors du Grand Pavois,
une feuille de route entre l'Atlantic Cluster et la région Nouvelle-Aquitaine qui va viser cet objectif pour les 6 ans à venir. Et le cluster, lui, ambitionne d'être la première région de France à produire dans une dynamique zéro carbone. Alors c'est une ambition très très importante parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va dans les ports, on prend le port des Minimes par exemple, qui est le plus représentatif dans la région, il y a une flotte de bateaux extrêmement importante qui ne se renouvelle pas très souvent, mais c'est normal. Les bateaux ont des durées de vie assez longues, enfin à part s'il y a des mauvais joueurs qui les cassent en sortant du port, mais généralement ça dure longtemps. Et que cette flotte, aujourd'hui, elle est produite avec des procédés qui sont des procédés extrêmement tendancieux du point de vue environnemental, et qu'il va falloir changer cette industrie, mais on ne change pas une industrie comme ça. Quand on prend l'exemple du port des Minimes, c'est depuis 50 ans que la procédure est engagée. Sur la filière, je pense que la prise de conscience est très importante. Elle est volontaire, voire volontariste de la part des industriels. Maintenant, il faut que la technologie avance. Et ce n'est pas si simple que ça, la technologie. Donc il y a quelques exemples qui sont menés en région d'opérateurs, constructeurs, équipementiers, que ce soit dans les matériaux composites, que ce soit dans l'énergie des bateaux, dans la gestion énergétique des bateaux, il y en a plein, Blue Nav, etc., qui inventent des choses. Et là, pour nous, l'idée, c'est de contribuer à ces territoires, à ce zéro carbone, par les produits qu'on amène dans les ports, avec les usagers et les plaisanciers. Et la deuxième phase qu'on va lancer à l'issue de la signature de cette feuille de route, c'est l'usager, c'est-à-dire le plaisancier ou l'opérateur du port qui doit lui-même prendre conscience de l'impact de son... Alors, pas qu'un loisir, c'est aussi du travail, hein, des pêcheurs, etc., des bateaux de transport, etc. Tout ça, tous ces usagers doivent modifier leur comportement. On parle beaucoup de sobriété en ce moment dans nos usages. Mais il va falloir quand même y aller si effectivement on veut tendre à ces objectifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à l'intérieur du cluster, on a depuis 3 ans tenté certaines expériences d'accompagnement des entreprises à la transformation environnementale ou à la transition environnementale. Pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est très compliqué. On a des toutes petites entreprises, par exemple. C'est très facile, c'est très difficile pour eux d'engager cette transition parce que ça demande des moyens d'ingénierie, ça demande des moyens financiers, etc. Et c'est pas toujours facile d'avoir un thésard dans son entreprise, voire, sans parler de thésard, peut-être un ingénieur. C'est pas toujours facile pour les toutes petites entreprises d'avoir accès à cette connaissance qui leur permettent de changer leurs pratiques. Donc, toujours pareil, dans le cadre de cette feuille de route à 6 ans, on va essayer effectivement d'accompagner notamment les plus petites d'entre elles qui ont plus de difficultés à aller vers ce savoir et les accompagner à leur transformation. Merci beaucoup. Charlotte, vous aviez une question concrète sur cette thématique, imaginons le port de demain. Oui, du coup, en qualité de port en eau profonde, pouvant accueillir de grands paquebots, est-ce que vous pensez que la logistique pour ce tourisme peut-elle être décarbonée ? Alors oui, évidemment. Bien sûr, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est sûr. Alors ça, c'est vraiment le très très bel exemple effectivement, à la fois de l'agilité que doit avoir un port, parce que c'est un outil pour le territoire, et effectivement des réflexions qui se posent en ce moment. Si je prends un exemple, la politique touristique de la communauté d'agglomération de La Rochelle 2017-2022 avait à l'intérieur l'action développer les croisières. On voit bien que depuis, ça a beaucoup évolué, effectivement, les réflexions. Actuellement, donc, nous, en tant qu'outil du territoire, la première question qu'on se pose avant d'accueillir des navires de croisière, c'est est-ce que le territoire veut des navires de croisière, quoi. Et pour ça, en fait, on a engagé une réflexion territoriale, pour le coup, avec l'ensemble des acteurs, l'Office de tourisme de La Rochelle, mais Charente Tourisme également, avec la communauté de l'agglomération de La Rochelle, avec, bien sûr, l'écoute de la communauté de communes de l'île de Ré. On va dire, voilà, quelle croisière on veut demain sur les territoires, si on en veut d'ailleurs, hein. Et donc, en fait, ça nous a amené à faire un diagnostic complet qui est en cours. Hein. En gros, quel est l'impact économique des croisières,
Que font les croisiéristes quand ils viennent? Combien descendent? Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont à La Rochelle? Est-ce qu'ils vont dans le Marais de Poitevin, dans le Cognac? Combien? Quel est l'impact carbone d'un hiver de croisière quand il vient? Quelles sont les possibilités d'évolution technologique? Parce que maintenant, on parle beaucoup de branchement à quai des navires, hein, qui permet effectivement d'éviter d'émettre des émissions de CO2 de ces navires. Et puis surtout, il y a comment va évoluer la réglementation, parce qu'on sent bien que là, il y a quand même une question. Et là, les normes européennes qui sont en débat, on parlait du trilogue tout à l'heure, donc il y a un projet d'évolution du texte européen qui est très bien, hein, dans le cadre du Fit for 55, c'est-à-dire réduire de 55% les émissions de CO2 à l'horizon 2030 dans tous les domaines, donc ça concerne aussi les ports, qui vise notamment à faire en sorte que lorsqu'un port reçoit plus de 25 escales de croisière par an, il a obligation de brancher à quai au moins 90% d'entre eux. Tout ça pour dire qu'en fait, la question se pose dans tous les sens. Impact économique. Est-ce que ça émet du CO2, trop de CO2? Est-ce qu'effectivement, il faut qu'on continue ou qu'on arrête par rapport à l'évolution de la réglementation? Un autre point, et là, j'aurais dû commencer par là, étant à La Rochelle, quelle est la stratégie touristique du territoire? Est-ce qu'on n'est pas en sursaturation à certains moments au niveau de La Rochelle? Qu'est-ce que c'est que le tourisme durable? Et donc, il y a la définition de la stratégie touristique à l'échelle de l'agglomération qui est en cours de refonte, parce que je parlais tout à l'heure de 2017-2022, donc il y a la prochaine vague qui arrive, et pareil pour Charente Tourisme. Voilà. Et donc cette réflexion est en cours, et là, ça montre bien ce qu'est un port. En gros, c'est que nous, on aide à la réflexion, on y contribue, et l'idée, c'est de définir demain, est-ce qu'on veut continuer ou pas à accueillir des univers de croisière? Est-ce que si on les accueille, quel type de croisière et quelle cohérence avec le tourisme durable, avec la stratégie touristique du territoire? Donc ça montre bien qu'effectivement, voilà, un port, ça doit être agile, ça doit répondre aux besoins du territoire. Encore faut-il connaître ce besoin du territoire. Et pour répondre à la question très précise, est-ce qu'on sait faire maintenant des navires beaucoup moins polluants? Oui, fort heureusement. Est-ce qu'il reste encore du chemin à faire? Oui, il en reste beaucoup, je pense. Et est-ce qu'on sait faire, par exemple, d'avoir un navire de croisière accosté sans qu'il pollue? Oui, on sait faire aussi, parce que maintenant, on branche à quai. Est-ce qu'on le fera demain à La Rochelle? Je ne suis pas sûr, au regard du coût que ça représente pour un navire de croisière, surtout des grands navires comme on peut en voir actuellement. Donc voilà, donc la réflexion est en cours. Je ne veux pas dévoiler de pistes, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas demain comme c'est aujourd'hui, dans ce domaine-là, et qu'encore une fois, ce qu'on fera demain, ça sera parce que le territoire, à toutes ses échelles, aura choisi de faire cela. Merci Gabriel aussi, je crois que vous aviez une question un peu sur cette thématique. Oui, exactement. C'est une question pareille sur le tourisme. Vous avez évoqué un certain nombre de transformations et de mesures. Comment pensez-vous atteindre le zéro carbone au niveau du port tout en pérennisant ce tourisme? Alors du coup, ça va s'adresser à tous les ports, parce que le tourisme, moi, moins que les autres, à part les navires de croisière, mais on en a parlé. En fait, juste sur l'essence même de comment est-ce qu'on peut atteindre cette neutralité. Juste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui me paraît assez fondamental avec le peu d'expérience qu'on a, mais on en a quand même, hein, mais pour toutes les entreprises et avec le collectif d'entreprises qu'on a sur le port de commerce. La première des choses, je pense, c'est de mesurer, ça a été dit, c'est de faire un bilan carbone, bilan de gaz, émissions de gaz à effet de serre en fait. Hein. Et à travers ce bilan de gaz, c'est voir effectivement quelles sont les pistes que j'ai moi. Qu'est-ce qui pollue, qu'est-ce qui émet le plus, pardon, parce qu'il y a d'autres pollutions, mais qu'est-ce qui émet le plus de CO2 et du coup, sur quoi je peux agir pour atteindre cette neutralité. En gros, qu'est-ce qui sera le plus efficace au 80-20, en gros, qu'est-ce qu'il faut que je tente en premier pour être le plus efficace en réduction et comment je peux travailler demain sur l'absorption. Donc j'encourage effectivement, c'est quelque chose qui se vulgarise beaucoup. Ici à La Rochelle, on a la chance d'avoir Coopérative Carbone, qui est un bon outil hein, qui aide toutes les entreprises à faire effectivement ces bilans carbone avec les pistes d'action. Nous-mêmes, le port, on subventionne les entreprises de la place portuaire, on les encourage à faire ce bilan carbone. Donc voilà, il faut commencer par mesurer, voir les leviers et agir sur les leviers dans la logique du plus efficace, quoi, dans le 80-20. Peut-être le port de Plaisance pour le coup, pour l'aspect touristique. Oui, Angélique Fontano, pour compléter, peut-être que vous avez une réponse légèrement différente. J'ai l'impression d'être un petit peu moins en avance du coup que le port de commerce sur ces sujets-là, mais on y va. Donc on est en pleine élaboration de notre premier bilan carbone avec la coopérative Carbone. Donc justement avec des priorités d'action. On n'a pas attendu ça pour commencer à agir, notamment sur nos bâtiments. Et maintenant c'est une réflexion sur les usagers.
Qu'est-ce qu'on va leur proposer demain? Est-ce qu'on va leur faire payer leur électricité? Est-ce qu'on va... on la mesure évidemment, mais comment on peut répartir mieux? Comment on peut consommer moins? Tout ça, c'est vraiment des sujets pour demain. Si, allez-y, allez-y. Vous permettez, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le monde de l'industrie, la France est quand même le leader mondial de la construction des bateaux de plaisance, quelle que soit leur taille quasiment, à voile ou à moteur. Les industriels aujourd'hui, ils se posent réellement la question de l'impact de leur production sur l'usage du plaisancier, qui est un touriste. C'est un touriste à la journée, c'est un touriste qui arrive de Méditerranée, qui part de Bretagne, qui va aux Açores, qui revient. C'est un vacancier. C'est un vacancier du loisir. Au lieu d'utiliser un vélo ou un train, il utilise un bateau. Dans les questions qui sont posées aujourd'hui par les industriels, c'est est-ce qu'il peut y avoir compatibilité entre ma pratique de loisir, sur laquelle il faut quand même qu'on soit tous honnêtes, on n'a peut-être pas envie tellement de la réduire, notre pratique de loisir. On aimerait peut-être plutôt tendance à en rajouter du loisir. Donc, aller dire à un plaisancier de dire finalement, tu avais droit à 20 jours de mer par an, compte tenu de ton bilan carbone, tu n'en as plus que 15, dire j'achète un vélo. Donc, les industriels, ils savent que ça doit changer. Donc, eux, ils prennent leur part de responsabilité là-dedans. Et une des solution, ce n'est pas la seule. Il y a le travail dans les ports, il y a le travail des offices de tourisme, il y a le travail des territoires, etc. Mais une des responsabilités de l'industriel qui construit de l'outil de loisir, c'est de s'interroger à l'usage qu'il peut en avoir derrière. Et nous, par exemple, on dit, aujourd'hui, dans un bateau de plaisance, notamment dans les plus gros, il y a le congélo, l'écran plat, la machine à glaçons, etc. Bon, peut-être qu'on peut en enlever un ou deux et puis garder juste une machine à café. Et ma foi, ta lessive, peut-être que tu le feras en entrant dans le port des Minimes, qui aura une laverie en autoconsommation et pas avec un moteur thermique où tu as 500 litres de gasoil pour faire tourner ta machine à glaçons. Donc c'est quand même tout un paradigme qu'on doit changer. Et comme je disais tout à l'heure, quand des ports ont mis 50 ans à faire ce chemin, les industriels, là aujourd'hui, pendant effectivement 50 ans, ils ont construit des bateaux, ça tout va bien. Aujourd'hui, ils se disent il va falloir qu'on change quand même un peu notre truc. Je vous invite quand même à aller rencontrer ces industriels qui se posent énormément de questions, mais eux, ils vont faire leur part du chemin, les ports vont faire leur part du chemin, et le consommateur devra faire sa part du chemin. Mais à nous d'être responsables dans ce qu'on a, ce dont on doit être capable de leur proposer, parce que personne ne veut lâcher son bout de loisir. Merci beaucoup. Dernière question, Laura. Merci. Donc à La Rochelle, logistique plus performante, zéro carbone et innovation sont les trois axes de votre projet pour imaginer le port de demain. Il doit se décliner en 30 actions. Est-ce que vous pourriez nous dire celles dont vous êtes les plus fiers et qui pour vous aura l'impact le plus important pour les générations futures ? Alors en fait, je ne sais pas s'il y a une dont je suis le plus fier, mais en tout cas, ce qui est sûr, parce que déjà 30 c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en fait. Et tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas une des actions qui va au-devant des autres en fait. Et parmi ces actions-là, donc je vous invite effectivement à aller voir le projet stratégique. Il y a beaucoup d'actions qui sont des actions qui n'ont de sens que parce qu'elles sont collectives en fait. C'est-à-dire qu'il y a peu d'actions où c'est le port lui-même qui peut faire quelque chose, mais c'est bien le port avec les acteurs qui sont concernés par cette activité. Non, il y a des actions pour lesquelles on n'a pas avancé, donc je ne réponds pas à la question de fierté, mais il y a des questions sur lesquelles on n'a pas avancé, on a encore beaucoup à faire, par exemple sur la décarbonation, éviter maintenant d'utiliser les énergies fossiles. On sait que demain on n'utilisera plus les produits pétroliers. Comment on aide les acteurs de la filière pétrolière à se réinventer, à trouver d'autres choses. Donc ils ne nous attendent pas, mais nous on est là aussi pour les aider à faire en sorte qu'on puisse évoluer, quoi. Donc ça c'est une action qui a peu avancé, par exemple.
Non, je pense que globalement, sur les 3 orientations, bon, la première, c'est l'essence même de notre métier, la logistique, hein, donc on fait beaucoup de choses, donc je passe. La deuxième, c'est effectivement celle sur laquelle je vais revenir parce que c'est le cœur de cette journée, donc l'objectif de neutralité. La troisième, ça concerne surtout ce qui est innovation, dont on voit les méfaits d'ailleurs évoqués tout à l'heure par Bloom, hein, dont je comprends les limites, effectivement, attention à la surutilisation des améliorations technologiques. Nous, on n'a pas de tels effets, enfin du moins, j'en ai pas conscience pour l'instant, mais en tout cas, effectivement, on se sert beaucoup de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour améliorer nos actions préventives, de maintenance des infrastructures, sur l'identification des problèmes de sécurité ou autres, en fait. Hein, ce sont des outils formidables, donc ça, c'est la troisième orientation. Non, sur la deuxième, ce dont je suis peut-être le plus fier à titre personnel, mais aussi avec l'ensemble des équipes qui sont avec moi, c'est peut-être le thème d'aujourd'hui, en tout cas ce matin, c'est La Rochelle, territoire zéro carbone, c'est-à-dire le fait qu'à quelques-uns, on avait tous des initiatives un peu ponctuelles. De notre côté, au port de commerce, c'était l'écologie industrielle et territoriale, hein, faire en sorte qu'effectivement on soit en économie circulaire entre entreprises. D'autres, l'université, c'était le carbone bleu. D'autres, par exemple, le parc bas carbone, c'était effectivement la boucle d'autoconsommation et l'hydrogène. Bref, c'est de faire en sorte que, ensemble, on se dise, mais pourquoi on n'irait pas tous collectivement vers une ambition encore plus forte, c'est-à-dire déjà chez moi dupliquer ce qui se passe de bien ailleurs, à l'université, au parc Barcabonne, etc., au port de Plaisance, et vice-versa, et puis qu'on raisonne plus globalement, c'est-à-dire qu'on commence à compter, quoi. C'est quoi les émissions de CO2 actuellement? C'est quoi effectivement les thèmes qui consomment le plus? On l'a vu, le bâtiment, le transport, etc. Voilà. Et puis on prend un par un et puis on décide d'y aller, quoi. Donc c'est peut-être plutôt voilà, cette démarche collective que je trouve assez admirable, sincèrement, qui a pu se faire parce que c'est l'échelle de La Rochelle aussi. Hein. C'est pas une très très grande agglomération. Quand on a une difficulté, comme ça a été dit ce matin, on s'appelle, on se parle. Quand il y a des sujets polémiques, parce qu'il y en a forcément des sujets polémiques, comme tout à l'heure, effectivement les paquebots, c'en est un sujet polémique. Hein. Effectivement, il y a ceux qui disent mais il faut tout arrêter tout de suite. Oui, pourquoi pas? Il y a ceux qui disent mais non, il faut continuer parce que ça mène des ressources. Oui, pourquoi pas? Donc voilà, l'idée c'est de se retrouver autour de la table et de se dire on va effectivement réfléchir à ce sujet-là et puis décider de ce qui est mieux pour le territoire, de quel est le chemin à parcourir pour arriver peut-être demain à zéro, mais quel est le chemin pour atteindre, pour arriver à ça. Donc c'est un peu ce qu'on fait, quoi. Voilà. Angélique Fontano, vous entendez ce message? C'est qu'au collectif qu'on avance plus loin, plus vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis évidemment d'accord. Collectivement, là, avec la nouvelle structure, La Rochelle Port Center, les 3 ports vont s'unir pour aussi faire des actions communes et forcément trouver une nouvelle ambition, des nouvelles idées pour répondre à tous ces enjeux-là. On est dessus. On a des enjeux de travail sur le territoire, de métier, des logiques. Donc, collectivement, on va avancer. Moi, ça me fait penser aussi à... évidemment, il y a des investissements techniques, des innovations. On va être à la recherche de ça pour améliorer notre impact. On va aussi, et on le fait déjà beaucoup, mais on va en continuer de sensibiliser. Donc, il ne suffit pas qu'on investisse. Sensibiliser, ça veut dire changer nos comportements individuels, collectifs. Nous, on a chacun notre rôle. On en a encore parlé tout à l'heure. Hein. Individuellement, moi, dans mon métier, je peux agir, c'est génial. Mais individuellement, on va pouvoir faire changer réellement des choses. S'investir dans des associations locales, s'investir dans des associations nationales, dans des ONG, ça va être très important. Le port travaille avec des associations, plusieurs, dont une association locale qui a plus de 20 ans maintenant, l'association Ecomer, où là on va pouvoir donner en fait la capacité aux citoyens d'agir. Par le biais de cette association, il y a des bénévoles de l'association Ecomer qui nettoient le port 3 fois par semaine. C'est pas une fois, donc je salue le World Ocean Cleanup Day, mais bon, c'est une journée. C'est sympa, c'est bien, c'est toujours ça de prix. L'association Ecomer, depuis 2020, depuis cette création de cette opération Épuise ton déchet, c'est 3 nettoyages par semaine de déchets dans nos petits bassins là, du port de Plaisance.
où il y a des centaines de touristes qui vont laisser tomber, faire envoler des petits déchets. Et c'est vraiment... alors on a l'impression parfois, moi avec mon épuisette dans le port, d'être avec une petite cuillère pour vider le port. Mais clairement, c'est des actions concrètes, c'est des kilos, des tonnes maintenant de déchets enlevés au quotidien donc par le port. Et puis après, encore plus par du bénévolat, des actions locales, des actions vraiment qui comptent, qui ont du poids. Et on parlait de comment on fait pour agir demain. Ça fait partie des choses de s'engager, de faire. Quelle satisfaction de pouvoir faire soi-même des choses, même si des fois ça paraît un peu dérisoire, mais non, parce que justement, collectivement, ça a vraiment son poids. Fabienne Rouquayrol, sur cette action, cette idée du collectif, est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser? Moi, je suis présidente de l'Atlantic Cluster à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Je ne peux pas vous dire, non, le collectif, franchement, c'est nul. Rentrons tous chez nous. Et puis, non. Bien entendu que le collectif est important, parce que la tâche est énorme. Donc, si on ne s'y met pas tous, je ne vois vraiment pas comment on y arriverait. Donc il faudrait être extrêmement prétentieux pour dire qu'à raison de 2 mains et de 2 jambes, on arriverait à changer le monde de nos ports, de nos territoires, de nos pratiques, de nos usages. Donc ça, j'y crois pas une seconde. Il est clair que le collectif, il est important. Là où il faut être attentif, enfin moi je pense, c'est un peu mon point de vue au sens de l'Atlantic Cluster, il faut prendre la notion des collectifs. Il y a des collectifs ajustables presque je vais le dire tranquillement, chaque sujet, sinon je vais zouzoter, et adaptables à chaque territoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus, moi j'ai vécu ça dans un passé professionnel, des méga structures qui vont devoir ou qui prétendent tout gérer, tout voir d'en haut, etc. Et puis en essayant de faire redescendre jusqu'effectivement la petite cuillère dans le port pour aller ramasser la casquette qui est tombée ou le plateau déjeuner. Bon, voilà. Par contre, ce qui est important dans des collectifs comme je préside moi, c'est que cet échange d'expérience, c'est que ce vécu, il soit partagé par le plus grand nombre. Déjà, ça c'est extrêmement important. Qu'on sache ce qui se passe à La Rochelle, qu'on sache ce qui se passe à Arcachon, à Hendaye, mais aussi à Brest, à Cannes, à Miami, bref. L'expérience des uns doit nourrir la nôtre. Donc pour moi, le collectif, il est majeur, hyper important. Il ne doit pas être centralisable. Alors, moi, je suis girondine, hein, donc les Jacobins, je les laisse à Paris. On peut centraliser la donnée, mais il faut surtout qu'elle soit partagée à l'échelle d'un territoire pertinent, le plus pertinent possible par rapport à la question qui est posée. Et puis, moi, je trouve que c'est pertinent aussi, le collectif, c'est que quand on est... je vais le faire de façon un peu imagée, mais quand on est dans une arène, généralement, on entend beaucoup plus fort les supporters que les joueurs qui sont que 11 au milieu du terrain. Parce qu'autour, on est des millions. Et je pense que c'est cette voix qui doit être entendue sur ces sujets de préservation, de développement, de partage, de connaissances, de savoir et de savoir-être par rapport au milieu dans lesquels on vit et on interagit. Vous entendiez aussi Angélique qui parlait des associations, la mobilisation des associations, des citoyens. Tout à l'heure, vous en parliez également. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet pour que ici, à La Rochelle, et puis un peu plus loin sur les autres territoires, chacun ait envie de s'engager? Vous l'avez senti, les jeunes ont envie de se mobiliser, ouais. Ils ont envie de faire, mais il faut aussi pouvoir les guider concrètement. Alors, moi, je n'ai pas forcément la solution à tout. Hein. Ce que je sais, c'est que ce qu'on est en train de poser là comme stratégie, c'est que, d'abord, les jeunes, on doit leur laisser, les encourager, leur permettre de rejoindre ces univers de la mer, qu'on aille des ports ou qu'on aille chez les constructeurs de bateaux, chez les équipementiers, etc. C'est souvent des métiers très peu connus,
ou avec une image un peu passéiste, négative, voire franchement ringarde, pour pas dire plus clairement les choses. Donc nous, on va essayer de mener une campagne pour redorer un peu le blason de ces métiers. Et ces métiers, ils vont du CAP au docteur. Hein. Tout est open. Donc ça, c'est intéressant. Ces métiers, ils vont aussi du micro-territoire au macro-territoire. Donc, moi, je pense qu'un jeune, qu'il aille dans des assos, qu'il s'investisse, je pense qu'il n'a pas forcément besoin de nous. Par contre, que dans son futur professionnel, il puisse voir un intérêt à rentrer dans ces métiers de la mer, là, je pense que c'est notre rôle. Donc, on va sans doute lancer une campagne là dès 2023 pour essayer de faire découvrir ces métiers qui sont complexes, qui sont très riches, très nombreux et dont il n'y a pas beaucoup de fiches ONICEP dessus, quoi, pour faire clair. Voilà. Donc, on prend un peu ce relais-là. Ensuite, les jeunes, la mer, l'océan, les ports, etc., c'est quand même encore un territoire complètement inexploré. Donc, pour des gamins curieux, il y a encore tellement de choses à faire. Tellement. On est allé plusieurs fois sur la Lune, on n'a pas encore atteint le fond des océans. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Et puis vous avez la chance en étant à La Rochelle, alors ça moi je vote 10 fois dessus, vous allez avoir un pôle course au large qui va se créer sur La Rochelle. Alors moi je suis patronne d'une écurie de course au large. Et je peux vous dire que quand on traverse 20 fois les océans, avec des bateaux géniaux, avec des métiers extrêmement pointus, mais aussi très technique avec des orfèvres, bah là, ça ouvre toutes les portes. Et les jeunes sur La Rochelle, sur son agglo, vous avez énormément de chances de pouvoir vivre de ça. Il faut s'en saisir maintenant, quoi. Et pas laisser les vieux comme nous, peut-être prendre la direction de tout ça. Michel Piraza, vous entendez aussi ce message, c'est quelque chose que vous ressentez, qu'il faut mobiliser plus les jeunes vers ces métiers de la mer qui sont peut-être moins connus actuellement ? Oui, alors on a eu plusieurs initiatives, mais on est complètement dans le même sujet. Hein. Donc déjà au niveau du port de commerce, avec l'ensemble des entreprises, encore une fois, il y a des grands groupes qui ont les moyens, qui ont un DRH, etc., donc qui font des annonces, des fiches de poste et autres, donc qui sont des moyens. Par contre, il y a des toutes petites entreprises qui, elles, n'ont pas de ressources, en fait. Hein. Et donc on a créé il y a quelques années avec l'Union maritime Cap sur l'économie portuaire, en fait, qui permet de recenser sur une plateforme, en fait, l'ensemble des postes, l'ensemble des fonctions en fait, disponibles au sein des entreprises du port de commerce. Et donc c'est une action qu'on mène en partenariat avec l'agglomération également, hein, dans le cadre de cette démarche. Et puis là, tout récemment, donc, ça a été évoqué avec La Rochelle Port Center. En fait, on a décidé de mutualiser nos forces, nos atouts, mais aussi nos faiblesses hein, entre les trois ports. Hein, donc le port de plaisance, le port de pêche, également le port de commerce, pour justement faire en sorte que, eh bien, on puisse mutualiser nos moyens pour rapprocher cette nécessaire connaissance qu'il doit y avoir des métiers portuaires de chacun des ports qui sont par moments différents, par moments similaires. Donc on a le même environnement. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir faire partager ces différents métiers. Et on travaille beaucoup avec La Rochelle Port Center, on travaille beaucoup avec les différentes écoles, avec le lycée maritime, avec Excelia. Enfin, on a tous effectivement avec l'université, voilà, avec des alternants. Enfin bref, c'est un petit monde, mais qui marche plutôt bien, dans lequel on a envie d'aller plus loin, d'où La Rochelle Port Center. Voilà. Angélique, peut-être pour terminer aussi sur cette question du recrutement des jeunes, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, je suis très investie sur la question des femmes. On voit peut-être aussi moins de femmes dans ces métiers. Comment on fait pour les mobiliser et les inciter à venir ? Bah là, on est pile poil dans l'actualité. On vient juste de faire passer justement dans nos trois ports une exposition sur les femmes dans les ports. Donc voilà, elle a tourné toute cette année l'initiative de La Rochelle Port Center notamment, et puis d'associations de femmes locales. Et c'est comme ça. C'est en témoignant, nous, femmes dans le nautisme, de nos métiers. Pas forcément hyper connus, donc le mien il est assez généraliste, mais il y a plein de métiers très pointus, hyper intéressants et pas connus du tout, surtout pour des femmes. Donc après on va mettre à l'honneur les femmes de temps en temps, mais aussi tous les métiers. On va vraiment travailler avec les lycées
On a des infrastructures rochelaises qui accueillent apparemment de moins en moins de Rochelais. Et beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs. Les Rochelais, ils ne savent plus en fait qu'il y a des métiers liés à la mer. Et donc on a vraiment tout intérêt, nous, dans nos structures, à s'ouvrir le plus possible et à faire la promotion de tous ces métiers-là auprès des collégiens, des lycéens. On a vraiment une mission là-dessus pour que ce vivier d'étudiants, de lycéens ne s'en aille pas sur d'autres métiers et reste là. Le nautisme, on en manque énormément. Il y a carrément des camions de Pôle emploi qui sillonnent le territoire pour chercher des gens. Enfin, on manque vraiment de main-d'œuvre. Et après, en espérant que ce soit sur des métiers de plus en plus vertueux. Les formations vont inclure de toute façon toutes ces idées, tous ces nouveaux enjeux pour que les métiers soient plus vertueux. Donc voilà, on est pile poil dans le sujet. Et je vous entendais acquiescer peut-être pour terminer quand je vous ai parlé de la question de la place des femmes dans ces métiers. Je vous ai entendu réagir. Je suis présidente d'un cluster, donc de l'industrie du nautisme et du naval, où il y a, enfin, si je prends mon conseil d'administration, je ne sais plus combien on est 25, il doit y avoir 2 nanas, quoi, et dont une présidente. Donc c'est vrai que les femmes sont largement sous-représentées, mais les femmes n'ont pas forcément non plus, sont pas forcément très bien positionnées dans ces métiers, qui sont des métiers assez techniques. On sait bien que généralement les femmes sont peu présentes là-dedans. Elles ont tort parce que je trouve qu'elles ont une valeur ajoutée, pas supérieure mais différente de celui des hommes. C'est souvent la ténacité, ce qui est pas mal quand même. Et donc moi j'aspire à ce que les jeunes femmes rejoignent nos métiers. Il y a elles ont une sensibilité dans ces métiers, en plus, je trouve, qui est différente de celle des hommes. On peut travailler différemment. Moi, je serais ravie que beaucoup de jeunes femmes n'hésitent pas à rentrer dans ces métiers plus techniques, plus technologiques, qu'il n'y en a aujourd'hui, quoi. Et pour aller dans le sens de ce que vous disiez, la campagne qu'on va mener, effectivement, elle sera peut-être non genrée. Justement, pour éviter qu'il y ait trop de reconnaissance dans un métier. Merci beaucoup. On va terminer sur cette note, sur cet appel en faveur de la jeunesse, leur dire qu'il y a ces possibilités, ces métiers qui existent, que ça soit d'ailleurs pour des hommes ou des femmes, vous l'avez dit, non genrés, mais en tout cas, il existe des possibilités de venir vous rejoindre et que les jeunes du territoire ne quittent pas comme ça La Rochelle, puisque ici, il y a des métiers très intéressants. Vous l'avez expliqué tout au long de cette session. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux jeunes d'avoir bien voulu poser ces questions. Vous pouvez les applaudir. Je vous invite à rejoindre les coulisses. Merci beaucoup. Voilà, et un petit mot de la fin pour remercier bien sûr La Rochelle d'avoir bien voulu accueillir cette première édition ici du Forum des territoires positifs à La Rochelle. Jean-François Fontaine était ce matin présent avec nous pour nous expliquer pourquoi c'était nécessaire et logique d'accueillir le Forum du territoire positif ici. Vous l'avez compris, historiquement, au niveau de tous ces engagements qui sont les engagements du territoire zéro carbone, vous l'avez compris tout au long de cette journée. Jacques Attali, qui était avec nous aussi, le précisait, ô combien c'est important d'être présent dans un port qui se transforme, qui est véritablement un emblème de ce qui peut se faire sur la question du développement durable. Donc je voulais aussi remercier tous nos intervenants, bien sûr, et tous ceux qui ont bien voulu nous apporter un éclairage naturellement. Gilles Boeuf, qui était présent tout à l'heure et qui est toujours parmi nous, merci beaucoup d'avoir bien voulu nous parler de la question de la préservation
protection de la nature. Nous avons aussi écouté Isabelle Autissier qui était avec nous, vous l'avez vu, sortir de ce déni écologique, on l'a rappelé, don't look up, c'est très important, c'est à ce moment-là qu'il faut agir chacun. Vous avez entendu également Michel Saban qui portait un message d'espoir et Romain Troublé de la Fondation Tara qui nous a expliqué un certain nombre de choses et je vous invite également à suivre tout au long de l'année, toutes ces actions qui sont si importantes. Je veux vous rappeler, évidemment, pour terminer, que les impératifs de développement durable, vous les connaissez, sont fixés par l'ONU et ils sont à atteindre pour 2030. 2030, c'est bientôt. Ils sont au nombre de 17, ces objectifs de développement durable, et parmi eux, la protection de l'eau, la vie aquatique, la vie terrestre, l'énergie propre et abordable, autant de sujets que nous avons vus tout au long de cette journée et que nous devons évidemment garder en tête en permanence dans nos actions quotidiennes pour aller vers une économie positive à long terme et protéger notre planète. Merci beaucoup.